Je vis aussi que l'une de ses oreilles était à demi décollée du crâne, séparée de lui par une gouttière sanguinolente, courant entre deux lèvres frisées et suintantes. Ils passèrent tous deux comme des ombres, mais d'autres les suivaient. Mes pieds me parurent peser 100 kilos et rien n'aurait pu me faire avancer d'un pas. Je vis un torse à moitié nu, sous des haillons, les côtes se soulevaient et s'abaissaient comme un soufflet, et sous l'estomac qui semblait s'être résorbé tant il était creux, l'effort gonflait l'abdomen, et l'on voyait rouler sous l'étoffe, à chaque pas, de molles grosseurs inquiétantes. Je vis un homme dont le corps était encore obèse et blanc tandis que les bras et les jambes étaient déjà squelettiques et violacés. Ses yeux étaient pâles et comme aveugles dans un cerne couleur d'encre, et bien que le froid me glaçât les os, ses cheveux, sa chemise étaient collés de sueur. Un autre eût semblé presque normal, si le nez, les tempes, les oreilles nues s'étaient couverts de nervures dures comme celles d'une feuille. Une narine un peu enflammée s'était agrandie d'une façon bizarre, comme si une souris fût venue la ronger pendant la nuit. Un autre, dont les clavicules formaient deux salières profondes, poussait péniblement devant lui un ventre énorme qui semblait avoir dégringolé entre les cuisses. Un autre portait à l'aisselle des ganglions si turgescents, qu'on eût dit qu'ils s'étaient répandus sous l'épiderme comme des entrailles. Tous avaient une peau étrange, brouillée comme un lait qui tourne, de la cire souillée de terre, excoriée de dartres, de gerçures, de bourgeons, comme si l'organisme se fût révolté, eût voulu protester, se faire entendre par ses cris rouges ou ses gémissements blanchâtres. Leur âge ? Je ne saurais le dire. Tous les âges sans doute, mais comment le savoir ? Sur le coup j'eusse dit, vieux, très vieux, mais aussitôt je me serais repris. Il en était même, sûrement, de très jeunes. Je vois encore, émergeant de la brume, ce visage saisissant. Ses lèvres fines, fragiles, douloureusement entr'ouvertes sur de petites dents très blanches, dont plusieurs manquaient. Et tout autour, cette peau couleur de zinc, crevassée comme celle d'un vieux paysan. Ces trois rides profondes sur lesquelles tombaient de douces boucles blondes. Et ses yeux enfoncés, dilatés, dans des paupières aux creuses et fripées comme un délicat papier de soie qui serre depuis longtemps. Un autre avait encore un front tout blanc et tout lisse, comme on ne l'a qu'à 16 ans. Mais là-dessous, le visage semblait avoir subi une catastrophe inexplicable. Les yeux ne laissaient voir qu'une pupille fiévreuse, noyée dans une conjonctive rouge comme une plaie. La bouche, exsangue, s'effondrait entre deux parenthèses enflammées qui creusaient les joues, du nez au menton. Mais le cou était encore fragile, lisse et souple comme celui d'une fillette. Le brouillard s'était levé. J'apercevais maintenant la campagne autour de moi, si l'on peut nommer cela une campagne, un cirque à peine vallonné, dont un côté courait se perdre au loin dans une brume sale, dont les autres s'élevaient vers des collines informes. Cette terre noire, boueuse et émiettée, partout. Pas un arbre. Pas un lambeau de verdure où l'œil se repose. Le ciel noir comme la terre. Dans une dépression qu'il fallait bien appeler une vallée, je distinguais des constructions géométriques, noires comme le ciel et la terre, et plus tristes, plus funèbres encore d'être en rang. Par fil de 10, une trentaine dans chaque rang, de quoi, pensais-je, abriter 2 douzaines de mille d'hommes. Au milieu, une construction plus haute, autrefois blanche, avec une cheminée de briques autrefois rouge, mais devenue noirâtre comme le reste, comme la fumée qu'elle vomissait. C'était là que j'allais. Je me remis en marche. C'était loin encore et j'avais le cœur si lourd. La terre collait à mes pieds, et mes regards, où qu'ils se portassent, ne rencontraient que ces groupes faméliques, ces ombres efflanquées, écrasées sous des charges diverses, qu'elles transportaient dans ce lugubre silence. Des piles de madriers, des sacs de ciment, des poutrelles de fer. Il y avait d'autres formes aussi, vêtues de noir, celles-là robustes et alertes. Ces hommes-là ne portaient rien qu'une trique. Ils allaient parmi les groupes, veillant à ce qu'il n'y eût point d'arrêt. Le long d'un remblai je croisai l'un de ces pitoyables attelages. L'homme, derrière, s'était laissé tomber, avait lâché l'extrémité du madrier qu'il portait. Il était étendu tout de son long, la figure dans la terre boueuse. Son compagnon devant lui, debout, voûté, immobile, semblait porter sa croix, et ne bougeait pas, il ne regardait pas, il ne pensait sans doute pas, il ressemblait à ces pauvres chevaux abrutis qui attendent, la tête pendante, le coup de fouet qui les fera repartir. Pendant ce temps un homme noir, accouru, tentait de faire lever l'homme épuisé, à coups de trique. Je fus pris de nausée, il me semblait que l'homme ne pouvait que se laisser mourir sous les coups. Mais non. Il souleva sa carcasse décharnée, il souleva même le madrier, et l'attelage repartit en titubant. Un peu plus loin un homme seul, ployé sous un sac plus lourd que lui, squelette recouvert d'une peau cireuse et ballottante, les talons à vif humectant le bord des chaussures délabrées de sang et d'humeur, vomissait en marchant,
ou plutôt tentait de vomir une bile avare qui coulait le long du menton et du cou. Son estomac se contractait en spasmes horribles, et un homme noir lui donnait du cœur au ventre à coups de trique dans les reins. Il y avait des hommes moins épuisés. Ceux-là avaient encore un regard. Était-ce plus supportable? On n'y lisait que la détresse et la peur. On ne voyait pas encore leurs os sous la peau, mais celle-ci déjà prenait un aspect fripé, granuleux et blême, qui annonçait la déchéance en marche. On devinait les boursouflures qui bientôt seraient de l'édème, des rougeurs qui bientôt seraient des ulcères, des lividités qui bientôt se gonfleraient de pus. Je ne sais si ce n'était pas encore plus poignant de les voir à peu près sains et de savoir ce qu'ils deviendraient. J'avançais. J'avais affreusement froid. Je ne sais si c'était la bise ou la peine, mes yeux laissaient couler des larmes qui glissaient brûlantes sur mon visage. J'avançais. Près d'une pile de sacs de ciment, un corps misérable gisait, un peu recroquevillé. Il était visible qu'il était mort. Un homme noir le retournait du bout de sa trique, comme on retourne une méduse échouée sur le sable, d'un air à demi indifférent, à demi dégoûté. Je vis le visage, que la mort avait nettoyé de ses impuretés, et qui était beau, qui avait retrouvé sa beauté. J'aurais voulu m'enfuir, mais je ne pouvais pas. Je pouvais seulement marcher lourdement. Et je dus marcher en rond. Car il me sembla bien rencontrer plusieurs fois ce couple funèbre, l'homme noir taquinant du bout de sa trique, avec un mépris blasé, le corps inerte à ses pieds. J'avançais. En passant une fondrière, je marchais sur quelque chose de mou. Mon cœur bondit et je fis un saut. C'était une main. La paume d'une main. Elle appartenait, cette main, à un homme couché sur le dos, les bras en croix. Le visage étique bougea un peu et les yeux posèrent sur moi leur regard vague. Ce fut un peu comme si j'étais regardé par une bête sous-marine, comme par un poulpe. Oh! C'était intolérable. Je n'aurais pas pu toucher à cet homme, non, pour rien au monde. Et je m'éloignai, je continuai ma route, poussant avec peine mes pieds pesants. Pourtant je ne pus éviter d'entendre, derrière moi, le bruit de la trique sur les os. Je dus voir bien d'autres choses que ma mémoire a laissé perdre. Je me rappelle un groupe, à quelque distance des baraques, une centaine d'hommes à demi visibles dans la fumée que le vent chassait par lambeaux. Ils étaient en ligne, au garde à vous, une mauvaise valise ou un baluchon à leurs pieds, des pieds mal chaussés qui macéraient dans la boue glacée. Ils semblaient valides, bien qu'ils fussent tous curieusement blêmes, comme ces endives qu'on cultive en cave. Seules les oreilles étaient rouges sous la bise, et toutes ces paires d'oreilles étaient d'un comique lugubre. Depuis quand étaient-ils là? Il y avait des trous dans leurs rangs, certains étaient tombés, on les laissait où ils étaient tombés. L'immobilité des autres était hallucinante dans la fumée agile, elle s'expliquait par la présence de quelques hommes noirs qui déambulaient, la trique sous le bras, en se frottant les mains pour les réchauffer. Je les dépassais. En vient-il ainsi toujours, me demandai-je, toujours d'autres? Et où les met-on? Et soudain je me rappelai le mort, et les autres, et le numéro que j'avais vu cousu à l'épaule de l'homme muet, 160 000 et quelques, et ces baraques pour combien? 30 000 au plus, et alors un flot de fumée s'abattit sur moi, et me prit à la gorge, et je respirai une odeur si atroce que mon corps se couvrit de chair de poule, une odeur de soufre un peu, mais une autre aussi, une odeur abominable d'os calcinés et de charogne. Et je regardai avec épouvante la construction grisâtre et sa cheminée fantomatique dans ses falbalas de fumée, et je compris dans un frisson terrifié leur signification sinistre. Ici ma mémoire tombe dans un trou. Comme si cette fumée et mon effroi fussent une mixture délétère et que ma conscience eût succombé. Il me semble que j'ai longtemps évolué dans cette fumée. Et tout de même, oui, je revois des choses, des îlots de souvenirs déserts. Je revois mon compagnon à la langue brûlée. Sa face carrée, blanche, torturée et qui m'offre toujours ce sourire secret et glacé, et je comprends bien maintenant que c'était le sourire de Yorick. Et il me montre la paume de ses mains, brûlée comme sa langue, couverte de cloques suppurantes et de lambeaux saigneux et noircis. Et il sourit, il sourit. Je me rappelle encore un homme qui court, et je me demande comment il peut courir avec ses pieds énormes, déformés et blessés, et ses jambes comme deux triques, articulées autour du genou volumineux comme une transmission à cardan, et pourtant il court, et j'entends en passant son halètement rauque, pressé, dont je ne sais s'il trahit l'essoufflement ou la peur. Il y a aussi cet enfant que je tiens, sanglotant, dans mes bras. Qui était-ce? Je ne sais plus. Je me revois seulement l'étreignant, pressé contre moi. Je mêle mes sanglots aux siens. Il y a toujours cette fumée, et dans les cheveux de l'enfant je vois courir la vermine. Et j'ai croisé encore les hommes en ligne, mais beaucoup plus tard, après bien des heures.
La lumière du jour a changé et s'assombrit. C'est moi qui cours, cette fois, je passe en courant, et ils sont toujours là, les pieds dans la boue, immobiles dans les déchirures de la fumée mêlée au vent d'hiver. Leurs rangs se sont encore éclaircis. Et ils n'ont plus les oreilles rouges. Toute la peau qu'on voit, les mains, le visage, les oreilles, ont la même couleur bleuâtre. Et j'ai revu enfin, une dernière fois, mon premier compagnon. On l'emporte sur une civière. Un drap recouvre entièrement son corps raidi. Pourtant je vois, sous le linceul, son visage blafard, son visage qui sourit. Mais, ah! Ce n'est plus désormais le même sourire. Maintenant qu'il est mort, il a perdu le sourire de Yorick. Ce sourire-là est heureux, et je sais que c'est à moi qu'il est destiné, comme un signe fraternel, comme un message d'espérance. Et puis, comment cela est-il survenu? Comme en songe. En songe il n'y a pas de comment. Maintenant, j'étais un de ces hommes. Je ne le suis pas devenu, je l'étais. Depuis toujours. Je n'étais plus ce spectateur qui tantôt les regardait avec une pitié pétrifiée. Je ne l'avais jamais été. J'étais seulement un de ces hommes-là. Je traînais ma charge, comme eux, et mon corps en ruine, comme eux. Je n'avais pas d'autres souvenirs que ma fatigue et ma douleur. Pas d'autres souvenirs que ceux qui s'étaient inscrits, jour après jour, que ceux qui s'inscrivaient d'heure en heure dans ma chair. Tout ce que j'avais de conscience se ramenait en ces deux points, celui où ma charge déchirait ma peau, écrasait l'os, celui où mes entrailles me semblaient devenues si lourdes qu'elles pesaient sur le bas-ventre à le rompre. Si j'avais un désir, c'était seulement le désir intarissable, interminable, le désir seulement de me coucher et mourir. Mais je savais d'une science d'animal, d'une science de cheval dans ses brancards, que je ne pouvais ni me coucher, ni mourir. Car l'homme n'est pas seul dans sa peau, il y loge une bête qui veut vivre, et j'avais de longtemps appris que, si j'eusse accepté avec bonheur que la trique des hommes noirs me tuât sur place, la bête, elle, se relèverait sous les coups, comme la souris à demi morte, les reins brisés, tente encore d'échapper à son tortionnaire. Je le savais et cela rendait mon atroce fatigue et mon atroce désir encore plus atroces et cruels. Et si au fond de ce puits, au fond de cette inépuisable géhenne, si au fond de cette hébétude déchirée j'avais une pensée, s'il me restait un sentiment, c'était l'amer crève-cœur, c'était le déchirement, c'était le désespoir désert et glacé de savoir que des gens, par le monde, des hommes comme nous, avec une tête et un cœur, connaissent notre existence et notre vie, et qu'ils mènent leur vie à eux, leurs affaires d'argent, d'amour, et de table, qu'ils avancent chaque jour parmi les choses et dans le temps sans nous consacrer l'obol d'un souci. Et que même il en est d'autres, oui, qu'il en est d'autres, d'autres qui parfois songent à nous et que cette pensée fait sourire. Novembre 1943.